Oui, je l'ai. Bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette petite séance d'exposé de nos portefeuilles de projets au service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure, mais aussi à l'initiative de la Sofico. Je dois ici excuser tant le président que le directeur général, Michael Elmer, directeur général, et le président, M. Desplein-Gare, qui s'associe bien entendu à nous, et c'est une organisation conjointe des deux organisations pour reprendre le chemin d'une tradition que nous avions initiée il y a maintenant 7 ou 8 ans, si je ne m'abuse. L'objectif étant de pouvoir présenter au secteur, et secteur au pluriel, les projets d'investissement sur lesquels les équipes de la Sofico et les équipes du service public de Wallonie, en particulier Mobilité et Infrastructure, travaillent. Quand je dis les secteurs, c'est le secteur de la voirie, c'est le secteur du génie civil plus largement, c'est le secteur de l'électromécanique, c'est le secteur des travaux publics, mais également, comme vous le savez, depuis maintenant 3 ans, le secteur des voies hydrauliques. Il nous paraît effectivement extrêmement important que vous puissiez, vous, partenaires, je dirais prestataires, entrepreneurs, avoir de la visibilité sur ce sur quoi nous travaillons en termes de préparation de dossiers d'investissement, parce qu'il y va quelque part de la bonne perception que vous puissiez avoir de ce qu'il va sortir, grosso modo d'un chiffre d'affaires global qui va être présenté, exposé au marché. Mais au-delà du chiffre d'affaires, c'est aussi d'avoir une certaine visibilité sur la typologie des marchés que nous allons sortir dans les 12 ou les 18 prochains mois. Aujourd'hui vont vous être exposés principalement toute une série de dossiers sur lesquels nous avons une feuille de route au travers du plan Infra et Mobilité pour tous. Ce plan Infra et Mobilité pour tous est le 3e plan pluriannuel décidé par le gouvernement wallon et par la Sofico. Souvenez-vous du plan route, souvenez-vous aussi du plan infrastructure. Entre le plan route et le plan infrastructure, c'est quelque part à chaque fois une législature différente. Il y avait l'introduction d'une série d'autres dimensions dans le plan infrastructure, dont notamment le secteur de la voie d'eau. Et ici, nous sommes à la 3e itération de planification pluriannuelle avec le plan infra et mobilité pour tous, décidé, je dirais, conceptuellement dans le cadre de la déclaration de politique régionale qui est en cours. On est grosso modo au 3/5e de la législature, mais qui, dans les faits, en raison de différents paramètres, dont la pandémie, vient de fêter quelque part son premier anniversaire. Et le gouvernement sera saisi dans les prochaines semaines d'une actualisation de cette planification. Quoi qu'il en soit, les projets qui vont vous être exposés aujourd'hui sont des projets essentiellement centrés sur ce plan infra et mobilité pour tous. Ça n'est pas tout ce qu'on va sortir non plus, puisqu'il y a encore d'autres typologies de dossiers. Vous savez que le plan infra et mobilité pour tous mobilise aussi des moyens pour le transport en commun. Donc l'OTE est là aussi pour sortir un certain nombre de dossiers, puisque vous savez qu'il y a une connotation extrêmement forte qui est faite pour la mobilité active et la mobilité collective. Vous savez par ailleurs aussi que le plan de relance wallon intègre toute une série de projets, eux-mêmes intégrant des projets du plan de relance et de résilience européen qui vont aussi dégager des budgets complémentaires à l'attention je dirais, du secteur des travaux publics, de la construction au sens large. Et vous savez aussi que dans le cadre du plan de relance wallon, je n'en ferai pas état ici, mais j'avais eu l'occasion de présenter des chiffres assez détaillés lors de la journée du bitume il y a de l'ordre de 2 ou 3 mois. Les pouvoirs locaux vont être aussi des donneurs d'ordre extrêmement importants dans les 2 à 3 prochaines années, puisque toute une série d'appels à projets sont en cours, appels à projets ou au travers de mécanismes de financement et de subsidiation des pouvoirs locaux en matière d'infrastructures routières, en matière de bâtiments, en matière de mobilité active, en matière d'intermodalité. Donc là aussi, il y a pas mal de choses qui vont sortir en exécution dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Vous dire qu'aujourd'hui vont être exposés de manière un peu plus détaillée toute une série d'enveloppes, toute une série de projets, que dans quelques jours, nous publierons sur notre site, le portail mobilité, comme c'était le cas auparavant, un inventaire un peu plus exhaustif d'un certain nombre de dossiers que nous allons sortir. Évidemment, vous n'aurez pas droit à identifier nos estimations. Ça sera un peu trop facile. Donc, comme d'habitude, on va classer les projets en 3 catégories avec des fourchettes de prix, enfin, je dirais, d'ampleur de marché qui vont être sorties. Vous dire aussi que nous allons avoir un programme assez chargé tout cet après-midi et je ne vais pas être beaucoup plus long. 2 messages néanmoins. Le premier message vise à ce que chacun soit bien conscient des enjeux environnementaux en lien avec, je dirais, la dépense publique. Nous avons de plus en plus de marchés qui intègrent des clauses sociales et des clauses environnementales. Et donc, il faut évidemment que nous préparions correctement les marchés de notre côté, mais il faut aussi que les entreprises, prestataires, fournisseurs soient eux-mêmes prêts de leur côté à accueillir ce type de dynamique et de réflexion. Donc, c'est des choses que vous allez rencontrer de plus en plus dans nos marchés, avec de plus en plus aussi une logique d'économie circulaire. Et donc, tout chantier de déconstruction est quelque part un terreau pour trouver des matières premières pour réintégrer dans un cycle de construction. Et deuxième point d'attention aussi, évidemment, la portée des investissements que nous faisons, c'est pour rendre des services à nos usagers, c'est pour transformer la mobilité, aussi rétablir la valeur patrimoniale de nos actifs, mais c'est aussi pour développer l'économie. Pour développer l'emploi, pour développer vos activités, pour faire en sorte que vous puissiez engager, former, engager, ou en partenariat, je lisais encore toute une série de choses très intéressantes dans la presse ces derniers jours. Et donc là derrière, par l'injection assez massive de moyens pour évidemment améliorer les conditions de mobilité et de sécurité sur nos réseaux, mais aussi de pouvoir faire en sorte de pouvoir, au travers de votre action, développer de l'emploi et de faire en sorte qu'effectivement, croiser avec cette logique d'économie circulaire, que nous puissions développer collectivement des cercles vertueux pour la Wallonie. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Vous dire aussi que le ministre Henry nous fera le plaisir de nous rejoindre pour conclure cet après-midi, qu'un certain nombre de membres de son cabinet sont d'ores et déjà présentes dans la salle. Et il me revient, mais je serai très très bref, de vous donner la playlist de cet après-midi avec, comment vais-je dire, en premier prestataire, Roger Pereira de la Sofico. Donc je vous ai dit que Michael et Thierry ne sont pas présents. Donc Roger va nous dresser les perspectives au niveau de la Sofico. Et puis vous aurez un concert où vont se succéder toute une série de solistes du comité de direction du SPW Mobilité Infrastructure. Je ne vais pas les citer par leur nom, mais plutôt par leur prénom. Il y aura Paul, il y aura Jean-Luc, il y aura la Milica, il y aura Pierre, il y aura Dominique, il y aura Christophe, et puis il y aura Thibaut. Thibaut qui finalement, au niveau du secteur des voies hydrauliques, va terminer la partition. Et puis je reprendrai la parole pour tout ce qui touche les questions-réponses. Il y aura un espace de questions-réponses. Et puis au moment des questions-réponses, nous accueillerons très probablement Monsieur le ministre qui viendra clôturer nos travaux de cet après-midi, qui se terminera par un moment de convivialité, là où nous avons pris la première tasse de café ici en milieu d'après-midi. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je cède la parole à Roger. Merci Étienne et bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais aborder plutôt l'aspect financier qui nous préoccupe plus à la Sofico et donc vous donner quelques éléments concernant notre situation par rapport aux comptes qui ont été arrêtés ici dernièrement et d'autre part les implications par rapport, à nos plans d'investissement et à la façon dont on va pouvoir les financer. Donc tout d'abord,
par rapport à la situation de l'exercice 2021. Donc ici, vous avez l'évolution de 3 derniers exercices et vous voyez donc pour l'exercice 2021 qu'en termes de recettes, ça se porte plus ou moins bien. On est sur une augmentation de l'ordre de 13% par rapport à l'exercice 2020. On est sur un niveau supérieur à ce qui était le nôtre avant la crise sanitaire. Et donc ça témoigne bien d'une reprise de l'économie. Au niveau des dossiers d'investissement, l'exercice 2021 s'est soldé par des imputations de l'ordre de 131 millions, englobant les différents plans d'investissement qui nous occupent au niveau de la Sofico. Donc il y a le PIMT, comme l'a évoqué Étienne, il y a aussi une partie du plan de relance qui avait déjà été lancé et qui nous concerne, et alors le plan stratégique fibre optique. Donc tout ça a donné lieu à un bénéfice net de l'ordre de 38 millions et une trésorerie nette de 111 millions au 31 décembre 2021. Cet élément, il faut malgré tout, je vais dire, le tempérer, cette embellie de trésorerie, puisque en 2021, nous avons reçu 2 subsides, mais pour lesquels le niveau de dépenses ne va arriver qu'à partir de 2022 et suivant. Et donc, si on retranche ou on retraite notre trésorerie au 31 décembre de ces subsides, en gros, notre trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à environ 65 millions, ce qui montre quand même une embellie, et tout ça est dû aussi à une meilleure gouvernance finalement au sein de la Sofico de ces aspects de trésorerie. Avant de poursuivre sur les plans d'investissement, je voudrais m'arrêter sur les quelques spécificités qui sont propres à la Sofico, qui sont importantes de rappeler. La Sofico, c'est une entité distincte de la région wallonne, donc on a une autonomie juridique et financière. On suit les principes de la comptabilité privée. Ça, c'est le premier élément. On a un peu plus de flexibilité budgétaire parce qu'on n'est pas lié aux mêmes règles. Et donc ça nous permet de mieux suivre le rythme technique des chantiers. Ensuite, la principale recette de la Sofico, c'est le prélèvement en kilométrie. Et le fait que ce soit une redevance, ça garantit que l'affectation de cette recette retournera finalement à l'infrastructure publique et en particulier à la route. L'autre élément, c'est que la Sofico bénéficie de l'assujettissement à la TVA. Et donc, le dernier élément, c'est que la Sofico travaille pour être au plus un outil de relance et de soutien de l'économie wallonne. Alors, si maintenant on regarde nos différents plans d'investissement, comme j'ai dit, il y en a 3 qui nous occupent actuellement. Donc, il y a le plan stratégique de fibre optique qui vise à équiper les zonings en fibre optique. Il y a le plan de relance qui concerne principalement la remise à niveau de la liaison à Liège entre le 25 et le 40. Et puis il y a le PIMT qui a été décidé en début de législature par le gouvernement et qui associe la Sofico. Ce qui concerne la Sofico, c'est une enveloppe d'1,1 milliard qui lui est dédicacée, avec une répartition entre voies hydrauliques, une partie route, une partie qui touche entre guillemets au TEC, c'est le projet BHNS de Charleroi, et une dimension mode doux. Donc ici vous avez la trajectoire budgétaire, donc reprise jusqu'en 2026, et entre guillemets tout l'exercice qui est aujourd'hui en cours de réexamen, de replanification de cette enveloppe permet, et au regard de ce que j'ai dit au niveau de l'évolution des recettes, permet de dire qu'aujourd'hui, à l'horizon 2027, l'ensemble du PIMT est totalement financé par la Sofico. En termes, donc voilà, ce sont les différents éléments de financement donc, de la Sofico, ce sont ces moyens auxquels elle peut faire appel. Donc il y a le prélèvement kilométrique qui est totalement stable, voire en augmentation. Le Shadow Toll, pareil, qui est en augmentation, je veux dire, depuis 1 an. On peut bénéficier de prêts
auprès de la Banque européenne d'investissement, et on a aussi des émissions obligataires. Mais aujourd'hui, vu l'état des finances et de la trésorerie, les deux derniers points sont là en réserve, mais pour l'instant n'ont pas besoin forcément d'être mobilisés. Alors, donc en ce qui concerne la mise en œuvre finalement de ce plan d'investissement, la Sofico, donc, pour pouvoir établir au mieux des prévisions et ses projections pluriannuelles, a un besoin assez fort d'un vrai partenariat avec vous, les entreprises, en ce sens que on sollicite de plus en plus à pouvoir bénéficier de planning financier au moment de l'attribution des chantiers. Ça nous donne une meilleure vue finalement sur les réserves de moyens à mettre en œuvre donc, au fur et à mesure de l'avancement du plan et chantier par chantier. Et ce qui nous intéresse aussi, et donc là c'est une demande qui a déjà été répercutée je pense dans l'ensemble des cahiers de charges, c'est de pouvoir bénéficier de façon systématique de l'ensemble des déclarations de créances, puisque comme je disais, on a un peu revu tout le mode de gouvernance financier au niveau de la Sofico, et donc on essaye de comptabiliser les prestations effectuées pour notre compte le plus rapidement possible par rapport au moment de leur réalisation, d'où cette importance de recevoir, je vais dire de façon systématique, les déclarations de créances. Voilà. Donc je vous remercie tous pour votre écoute et je pense que je cède la parole à Paul. Voilà, le premier soliste. Heureusement que je ne dois pas le faire en chantant parce que sinon je pense que je vais perdre toute l'assemblée. Donc comme vous l'avez vu avec les trajectoires budgétaires, il y a beaucoup de choses qui vont sortir en 2022, 2023, 2024. Bon il nous faut un peu de temps pour faire les études, le PIMT 2020, donc je pense qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont arriver. Je pense que vos deviseurs vont avoir un peu de boulot dans les mois qui viennent. Je vais faire le focus sur 4 chantiers sur le département Namur-Luxembourg. Le premier, il est déjà ouvert pour le moment, donc la clôture des offres, c'est le 5 juillet. C'est un gros chantier FEDER, donc en dehors du PIMT, c'est sur Sambreville. C'est la création d'un boulevard urbain et de 2 giratoires. Donc un budget de l'ordre de 4,3 millions. Je peux mettre le budget parce que c'est la toute première estimation, donc c'est pas l'estimation finale du chantier. Et on espère pouvoir démarrer s'il n'y a pas de problème dans vos remises de prix, si on ne doit pas vous consulter 2-3 fois sur des prix anormaux, pouvoir commencer les travaux en septembre. Alors, le deuxième projet, j'ai fait aussi un peu de recyclage. C'est un projet que je vous avais présenté il y a 2 ans. Il n'y a pas que les entreprises qui ont du retard dans la réalisation des chantiers, il y a nous aussi dans les études. Donc voilà, c'est un tout gros chantier, c'est la réhabilitation de la N5, c'est l'avant-dernière phase, y compris le viaduc d'Yves-Gomzé. Donc un chantier avec un budget de l'ordre de 35-40 millions d'euros. On a déjà fait plusieurs phases sur la N5 pour la transformer pour la mettre en gabarit autoroutier. Un passage supérieur qui est prévu également, en plus du viaduc. On devrait publier dans le courant du second semestre pour une ouverture des offres en 2023. Avec la volonté de commencer le chantier après l'été 2023. Donc ça, tout gros chantier qui va sortir sur Namur. Focus sur le Luxembourg. Toujours fait toujours dans le même ordre de grandeur de chantier. Encore un autre gros chantier sur
sur la E411, c'est la sécurisation et la modernisation de l'échangeur 29 AB. Pour ceux qui le prennent, ils savent que c'est compliqué comme échangeur. C'est lié à la construction du futur hôpital à Oudemont, dans le coin, donc c'est nécessaire de le faire avant la construction. Dans cette modernisation, 3 giratoires qui sont prévus. L'étude est terminée et l'ouverture des offres est prévue pour fin d'année, avec des travaux qui commenceraient en avril 2023. On a inclus également dans la sécurisation et dans la modernisation un parking de covoiturage dans la Bretagne. Alors le dernier chantier, peut-être plus classique, c'est du revêtement de revêtement. Initialement, on avait prévu que le renouvellement, mais je pense qu'on va devoir aller un peu plus profond et probablement aller jusque vraiment dans le coffre. Là, l'étude est en voie de finalisation et ouverture des offres premier semestre 2023, avec des travaux prévus pour 2024. Voilà, vous avez chaque fois les ordres de grandeur du budget. J'ai marqué Sofico ou SPOE, mais pour vous, ça change. Pas énormément, pour nos comptes, ça change, mais voilà. Donc le focus sur 4 chantiers, il y en a plusieurs autres qui vont sortir, mais je vous ai montré ceux-là. Alors, autre sujet, peut-être pour d'autres types d'entreprises, je pense ici plus des entreprises dans le domaine des glissières et protection des obstacles latéraux. Il y a 4 enveloppes qui sont reprises dans le PIMT. Vous les avez ici. Une enveloppe pour la mise en sécurité, pour la mise aux normes des glissières, parce que tout le monde le voit, il y a des glissières qui sont vraiment d'un autre âge, je peux dire d'un autre siècle. Il y a un marché pour les lisses moto, donc il y a plusieurs sites qui ont été identifiés pour donc des sites accidentogènes pour les motos. Donc les cahiers de charges sont en préparation et devraient sortir pour faire des travaux en 2023, comme la mise aux normes des glissières de sécurité. 2 autres marchés un peu différents, on a le traitement des obstacles latéraux. Donc là, on doit encore faire toute l'étude sur les sites à protéger. Donc je pense que le cahier de charges ne sortira pas avant 2023, voire 2024. Et alors, un marché qui est différent des 3 autres, qui concerne peut-être moins les entreprises actives dans le domaine des glissières, c'est le marché CPSR. Bon, pour ceux qui sont actifs, vous en avez déjà eu quelques-uns. Donc, c'est des marchés sujets à commande pour des petits travaux de sécurisation sur le réseau. Donc, c'est des marchés qu'on avait sur le réseau SPW, pas sur le marché Sofico. Donc, ici, ça va nous donner la possibilité de faire ce type de marché sur le réseau Sofico. Il y a 3,5 millions qui sont réservés pour ce type de marché. La méthodologie est validée et les cahiers de charges devraient être publiés fin 2022, début 2023. Voilà. Je vais laisser Jean-Luc vous présenter son département. Bonjour à tous. On va continuer le tour de Wallonie en allant au département donc des routes du Hainaut et du Brabant wallon. Alors ici, je n'ai pas mis les montants en euros besoin, désolé pour vous, j'ai mis les classes. Donc A, B, C. Pour rappel, les classes A estimées à moins de 500 000, les classes B entre 500 000 et 2 millions et les C à 2 millions. Et de temps en temps, je vous dirais, il y a des C+, et même des C++++, vous verrez bien. Alors pour rappel, donc, la liste normalement des projets classés en ABC sera disponible d'ici quelques jours sur le site du SPV. Un petit tour du côté de Mons et vous verrez qu'on fait aussi des travaux en plein centre des villes. Ici notamment la traversée de Pérué, donc entre Mons et Tournai, pour ceux qui ne connaissent pas bien, où on va vraiment travailler sur l'artère centrale d'une ville, que vous voyez ici, merci Google Earth, il fait des belles photos, en plein milieu du centre. Et le but majeur ici, c'est vraiment l'augmentation du cadre de vie, dans le sens où on va d'une part sécuriser et d'autre part redistribuer complètement l'espace, mais finalement de manière à le donner la pleine possession à l'usager, non pas uniquement au niveau usager automobiliste, que nous étions tous tantôt en venant, mais également à l'usager piéton, que nous sommes tous
dès qu'on sort de la voiture. Donc vous voyez, il y a un magnifique parc, ici le parc Simon. On va en profiter pour faire un cheminement piéton sécurisé à travers le parc. Et ça me permet notamment de vous montrer qu'on ne travaille pas uniquement dans notre petit coin, nous tout seuls, bien isolés, dans notre tour d'ivoire, mais qu'on travaille également avec plein de gens, pas uniquement vous ici entrepreneurs, mais également notamment avec la WAP. Vous le verrez souvent dans les différentes dias qui vont vous être présentées, de nouvelles plantations, du mobilier urbain, adapté et surtout tenir compte des contraintes locales. Un truc tout simple, vous avez bien entendu, ce sont des usagers faibles qui empruntent aussi cette voie centrale, cette artère centrale, mais tout simplement mettre les parkings automobilistes du côté des commerces et non pas du côté des promenades au niveau du parc. Publication, si tout va bien, ici à la rentrée en 2022 et des travaux prévus début de l'année prochaine pour environ une année. Autre style, en C++, je vais le dire comme ça, un pont. Je vais aller très rapidement parce que tantôt mon collègue Pierre vous parlera beaucoup plus longuement sur les ouvrages d'art. On va se situer au niveau de Manage sur la E42, dans le sens Mons vers Charleroi. Si vous avez bonne mémoire, il y a quelques années, vous étiez souvent pris dans quelques embouteillages dans l'autre sens à ce niveau-là. Eh bien, soyez heureux, en tant qu'entrepreneur, on va faire l'autre sens. Soyez un peu moins heureux en tant qu'usager, ça va un peu freiner, désolé. Et cette fois-ci, une méthode tout à fait différente. Plutôt que de vous préparer un magnifique cahier des charges, des plans, des métriques et tout le détail, de dire merci de nous faire offre pour faire ceci, au rivet près, on va faire un petit peu l'inverse. On va en fait lancer un design and build sur le pont dit 45, vous avez quelques photos, qui est le parfait jumeau du pont, de l'autre pont qui est en bleu, qui vient d'être complètement rénové. Et au sens des marchés publics, la sélection préalable est actuellement en cours. Donc il y a un certain nombre, je ne dirais pas lequel, d'entre vous qui doivent être en train de surveiller le facteur pour savoir s'ils vont avoir la bonne ou la moins bonne nouvelle dans les jours prochains. Tout cela va conduire à l'établissement d'un cahier des charges, d'une étude complète, publication en fin 2022. L'idée, c'est de démarrer les travaux en 2023 pour un certain temps. Voilà, pour un certain temps, je vais être prudent. Alors, toujours dans le Hainaut, cette fois, mais du côté de Charleroi. On fait les ponts, et bien maintenant on va passer en tour, on va passer au tunnel. On a notamment des enveloppes tunnels au centre du PIMT, avec la particularité ici, c'est qu'évidemment si nous regardons ce qui se passe au niveau du tunnel, puis il y en a qui regardent ce qui se passe au-dessus du tunnel. Et au-dessus, c'est la ville de Charleroi, qui va en profiter pour faire une rénovation complète du boulevard Mayence, pour ceux qui connaissent artère majeure du centre-ville de Charleroi, et faire un total réaménagement urbain, aussi bien en prenant soin d'assurer une certaine mobilité au niveau des modes actifs, au niveau des modes collectifs, donc les bus, et évidemment des plantations, du mobilier urbain aussi, et 30 à l'heure dans la ville de Charleroi. Ça, c'est au-dessus. En dessous, nous, on va travailler au niveau du tunnel, qui fait un peu moins de 400 mètres de long. On va travailler vraiment dans tous les aspects classiques de nos métiers, à savoir au niveau du génie civil, on va parler de poutres, de parois, de dalles en surface, d'étanchéité. On va en profiter pour augmenter très légèrement la longueur en surface de 10 tunnels. Au niveau électromécanique, c'est clair, on refait tout. La partie ventilateur, la partie éclairage, les cabines de distribution électrique. Et surtout, on va en profiter pour remettre complètement aux normes incendie cette infrastructure majeure au niveau de la ville. Particularité ici, un marché grand classique, je serais tenté de dire, SPV Sofico et Ville de Charleroi. Préparez-vous pour la publication au début de l'année prochaine et des travaux, je serais tenté de dire, à la rentrée, pour environ 2 ans. Et vous avez quelques vues d'artistes, je serais tenté de dire, à gauche pour montrer le futur de la ville. Charleroi, il n'y a pas que la ville, il y a l'entrée de Charleroi. Pour ceux qui connaissent la porte ouest, il y a notamment la ville de Marchesneau-Pont. Et là, on va refaire la traversée de Marchesneau-Pont en termes surtout de sécurisation de la porte ouest. Et là, on sera en classe C. Marchesneau-Pont, donc la porte ouest, ça ne va considérer qu'un petit tronçon d'un petit kilomètre, mais qui a la particularité, comme vous pouvez le deviner sur le plan qui vous est proposé, d'être vraiment en zone urbaine extrêmement dense. Là, il y a de tout. Il y a des magasins, il y a des maisons, il y a des magasins sur 3 étages, des maisons sur 5 étages. On est en 2 fois 2 bandes, plus de temps en temps une bande centrale qui se devine dans les 2 bandes, entre guillemets, et surtout on va intervenir de façade à façade, trottoir y compris. De très nombreux carrefours, parce que c'est vraiment l'artère majeure qui relie Anderlues, Fontaine-l'Évêque, Marchesneau-Pont et Charleroi. Donc on parle d'une réhabilitation complète en termes classiques de core business de génie civil, mais également d'une sécurisation complète de l'artère, notamment par un réaménagement total de l'espace.
On va y créer des pistes cyclables, on va y mettre du parking, on va y mettre du mobilier urbain et également des plantations. Publication du cahier des charges normalement fin de cette année, des travaux prévus dès le début de l'année prochaine pour l'ensemble de l'année 2023. On va continuer et comme mon collègue Paul, j'ai fait un petit peu de recyclage, excusez-moi, je ne vais pas dire comme lui qu'on n'est pas toujours en avance, mais parfois on est aussi en retard, mea culpa. Et le contournement de Tuby, si vous vous souvenez, il sort, ça y est, c'est fait. Il est tout prêt, il est tout chaud, il va sortir normalement fin de cette année. On est en train d'y mettre la dernière touche, je serais tenté de dire, pour la construction d'une nouvelle voirie, ce qui est quand même assez rare pour l'instant, de 4 km en 2 fois une bande, avec quelques ouvrages d'art qui ont la particularité, je pense, on va faire tous les modèles. On va passer au-dessus d'un canal, au-dessus des voies ferrées, au-dessus d'un ravel. Il y aura des bassins d'orage, des zones d'immersion temporaire, des giratoires un peu new look, je serais tenté de dire, au niveau du centre d'entraînement de nos Diables Rouges. Énorme prise en considération, bien évidemment, des modes actifs et de la problématique bruit, avec une composante électromécanique extrêmement importante. Si tout va bien, les travaux, soyez prêts pour pour début 2023, je serais tenté de dire, entre 2 et 3 années de chantier. Autre style, maintenant peut-être un projet autoroutier, au niveau de la sortie 5, numéro 5 de Bierge. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est pas compliqué. Si vous voulez accéder au zoning nord de Wavre, désolé, vous devez attendre votre tour et passer par là. On parle de la fameuse chaussée des collines, la nationale 257, un projet en 2 parties. La première partie, une partie préparatoire, où à faire dans le graphique inférieur droit, un petit bypass, entre guillemets, de la rue de Wavre. Attention, on ne parle pas du contournement de Wavre, ne pas confondre. Hein. On parle bien du bypass de la rue de Wavre, qui est une phase vraiment préparatoire que l'on espère démarrer en termes de travaux milieu d'année prochaine pour 1 an, sous réserve que le permis d'urbanisme, qu'on en attend incessamment sous peu, va arriver. Et ça, finalement, c'est une phase préparatoire. Pourquoi? Pour le plus gros chantier, qui lui est encore sur la table à dessin, je serais tenté de dire, pour quelque part dédicacer une nouvelle bretelle au niveau de la sortie numéro 5, dédicacer l'actuelle au zoning et une deuxième, future à construire, en direction de Bierge, principalement, au départ de l'aire de Bierge, donc à savoir construire un pont au-dessus de l'autoroute, mais ça, je pense qu'on en reparlera, si pas à la prochaine édition, tout au moins à la suivante. Comme l'a fait mon collègue Paul, nous sommes chacun en charge non pas seulement de la gestion de nos départements, mais en plus d'enveloppes thématiques. À mon niveau, je m'occupe notamment de l'enveloppe PMS. Alors là, PMS, au moment, il y a plusieurs oreilles attentives qui vont bien écouter. Les budgets. Sur le réseau non structurant classique, on est de l'ordre de 2 à 4 millions par an. Cette année-ci, c'est 2, 2,5. La dernière, c'est un peu plus proche de 4. En parallèle de ça, il y a un budget PMS au niveau du PIMT de l'ordre de 130 millions, répartis aussi bien au niveau du réseau Sofico, donc le réseau structurant, qu'au niveau du réseau d'ISPV, le réseau non structurant. Et vous avez ici les ordres de grandeur. Point majeur sur lequel je voudrais surtout attirer votre attention, c'est, messieurs, actifs dans ce domaine, soyez fin prêts. Vous devez d'ailleurs déjà l'être, je l'espère tout au moins. Pourquoi? Pour 2022, et en 2022, il n'y a plus beaucoup de mois, hein, ça se termine. Il y a 30 millions sur la table à réaliser, idéalement cette année-ci, à facturer si vous préférez, pour le 31 décembre, à réaliser. Principalement, nous allons utiliser des marchés sujets à commande. Il y en a énormément qui sont déjà en cours, il y en a quelques nouveaux qui sont en train d'être lancés. Dans certains cas, il y aura des marchés dits spécifiques qui sont déjà actuellement en cours de publication. Et je vais en profiter, c'est dans mon département, je vais le dire, sur la A16, il y a un petit truc au niveau classe C qui est actuellement sur la table. Pensez-y, s'il vous plaît, pensez-y. On parle bien de raclage pause, je serais tenté de dire, on fait du noir au kilomètre. Le but est vraiment de réhabiliter rapidement beaucoup de kilomètres de notre réseau autoroutier, de notre réseau structurant, actuellement. Et très clairement dit, et j'insiste, réalisation cette année. Alors je sais, c'est compliqué, c'est trop tard, il ne fait pas beau, il fait trop chaud, il ne fait pas assez cher, il fait tout ce qu'on veut, mais clairement le but que nous prenons ensemble, vous, nous et la Sofico, c'est vraiment de réaliser, tant que faire se peut, ces 30 millions-là sur l'ensemble du périmètre wallon en 2022. Deuxième enveloppe dont je m'occupe, MC. MC, c'est pour mode collectif, les bus, notamment les bus. La méthodologie, comme vous l'avez compris, on parle au niveau des enveloppes qui sont fermées, et dans ce cas-ci, c'est vraiment un trio. D'une part, le MI, la Sofico en fonction de la qualification du réseau et l'OTV.
Clairement dit, il y a énormément de projets qui se chevauchent, aussi bien au niveau SPV Sofico qu'au niveau OTV. Dans tous les cas, pour chacun des dossiers, de manière extrêmement claire, il y a une et une seule responsabilité. Vous avez un interlocuteur. Même si cet interlocuteur, quel qu'il soit, évidemment, parle et travaille en parfaite adéquation avec son collègue. Actuellement, dans les différentes enveloppes dédicacées mode collectif, sous gestion OTW, il y a environ 32 projets géolocalisés qui sont sous gestion OTV. Évidemment, le SPEMI intervient également, mais votre interlocuteur, c'est l'OTV. 16 projets pour un peu moins de 40 millions hors TVA au niveau du réseau structurant, 16 projets, je n'ai pas fait exprès, c'est moitié-moitié, pour 16 millions TVA compris au niveau du réseau non structurant. En parallèle de ça, lorsque le PIMT a été publié, il avait une annexe de 150 millions dédicacés au TV. Là-dedans, il y a environ un tiers de ces projets-là, que j'évoquais très rapidement, qui sont, eux, par contre, gérés par le SPEMI. Donc, vous voyez, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, mais tout le monde travaille ensemble. De manière à illustrer ces propos, on les a déjà tantôt rapidement évoqués, les BHNS. Il y a un BHNS à Charleroi, pour lequel le cahier des charges est en voie de finalisation, avec des travaux prévus, si tout va bien, fin 2023, début 2024. Là, on est à un C avec beaucoup de plus derrière. Hein. Il y a du plus là-bas derrière. Roger a notamment abordé certains chiffres. En même temps, toujours chez moi, le BHNS de Mons, sur la nationale 51, où là, on va complètement traverser l'ouest de Mons à travers de l'ensemble de Borinage. On part de Mons jusque Boussu. Actuellement, il y a un marché d'études qui est en cours d'analyse. Donc, encore une fois, il y a certains d'entre vous, notamment, qui sont actuellement particulièrement attentifs. C'est en train d'être analysé. L'idée étant de sortir un cahier des charges de travaux en 2023. La seule chose qui nous est impérativement demandée actuellement, c'est la mise en service. Le Champagne est prévu pour 2026 sur un tronçon d'un peu plus de 7 km de long à travers l'ensemble du Borinage. Il est temps maintenant de passer la parole à ma collègue Milica pour le département des routes de Liège et Verviers. Donc, bonjour à tous. Tout comme mes deux collègues, je vais vous présenter d'abord quelques projets phares pour le département, pour les deux directions du département des routes de Liège, et puis j'aborderai l'enveloppe qui concerne les aires autoroutières, et ensuite j'aborderai l'enveloppe des modes actifs. Alors actuellement, la direction des routes de Liège finalise le cahier de charge pour la nationale 642. Alors cette nationale relie la ville de Liège à la commune de Blény. Actuellement, cette route est fortement dégradée et présente des problèmes de stabilité. Alors les travaux vont consister à stabiliser la fondation de la chaussée et à stabiliser les talus, et surtout aussi à gérer les arrivées d'eau sur cette voirie. Les modes actifs seront bien entendu pris en compte par la création d'une piste cyclable dans le sens de la montée. Le projet suivant, dont le budget est inférieur à 500 000 €, concerne le réaménagement de la place Reine-Astrid à Liège. L'objectif des travaux est d'améliorer et de sécuriser la circulation des transports en commun et les modes actifs, tout en fluidifiant le trafic dans le carrefour. Quant à la direction des routes de Verviers, elle va ouvrir les offres le 5 juillet pour le futur chantier de la nationale 62 à Malmedy. Alors ce projet se situe au droit du zoning d'activité à l'entrée de Malmedy. Il va consister à créer un giratoire qui va résoudre les problèmes d'accessibilité au zoning et va créer aussi une troisième bande de circulation pour faciliter les tournes à gauche vers les commerces. Il y aura aussi dans ce projet la création de trottoirs et de pistes cyclables. Et bien entendu, un aménagement de l'espace urbain en ayant la mise en œuvre de plantations. La direction des routes de Verviers est en train de finaliser le cahier de charge de la réhabilitation complète du viaduc de Lambermont.
Ce viaduc est situé sur la 27 à Verviers. Il est reconnaissable par ses grands garde-corps métalliques. Alors, ces travaux sont, comme l'a dit Jean-Luc, dans la catégorie C++ et consistent voilà, réhabiliter complètement l'ouvrage. Donc on va avoir ponctuellement des élargissements de ponts, on va remplacer les joints de dilatation, faire des ragréages de béton, mettre une nouvelle chape et bien entendu des nouveaux garde-corps aux normes qui sont actuellement en vigueur. Les critères d'attribution pour ce marché tiendront compte de deux facteurs. Un, du prix remis par le soumissionnaire, mais aussi surtout du délai de mise en œuvre des travaux. J'aborde maintenant l'enveloppe des aires autoroutières. Donc, l'enveloppe du PIMT qui est consacrée aux aires autoroutières s'élève à 20 millions d'euros. L'objectif de cette enveloppe est d'améliorer l'accueil de nos usagers sur les aires autoroutières. En 2022, nous allons avoir un projet sur l'aire des Nutons qui va consister à équiper cette aire de blocs sanitaires. L'autre aire, ça sera un peu plus loin sur les 25 aussi et consistera dans le renouvellement de l'aire de Sprimont. Et donc en fait, fin de cette année-ci, le concessionnaire pétrolier sera désigné et il devra, courant 2023, attribuer tant des marchés de rénovation de bâtiments que des marchés de travaux d'infrastructures routières qui permettront d'aménager correctement les voiries d'accès, des parkings pour véhicules légers, mais aussi créer des emplacements poids lourds complémentaires. La dernière enveloppe que je vais vous présenter concerne l'enveloppe des modes actifs. Des moyens budgétaires importants sont mis à disposition pour le développement d'infrastructures de mobilité active. Alors, ces sources de financement sont les suivantes. Nous avons 250 millions dans le cadre du PIMT actuel. À cela viennent se rajouter 25 millions pour le développement de corridors cyclables issus du plan de relance wallon. Et nous avons aussi un peu moins de 14 millions d'euros qui sont issus du plan national de relance et de résilience, le PNRR, et qui vont permettre la construction de 2 cyclostrades. Alors vous voyez sur la dia qui est reprise que les budgets sont de plus en plus importants d'année en année. Et ça se justifie par un temps d'étude beaucoup plus long pour pouvoir préparer les dossiers de ce type d'aménagement. Alors, ces projets mode actif vont permettre d'augmenter considérablement le réseau cyclable par des pistes cyclables qui vont se situer le long de notre réseau routier régional, par des tronçons complémentaires de Ravel et par des corridors que l'on appelle maintenant cyclostrades. Pour illustrer cela, je vous ai projeté ici un projet de mon collègue Jean-Luc qui concerne la direction des routes de Mons et qui se situe sur le R52 à Tournai. C'est le boulevard des Loirs et en fait c'est un projet qui va assurer une continuité cyclable entre le rond-point Imagix et le rond-point de l'Europe. Et donc c'est en fait un projet qui entre dans la catégorie A, donc moins de 500 000 euros. Alors, la direction des routes de Verviers travaille actuellement sur 2 corridors importants. Le tout premier, c'est le Ravel des Sources qui va relier Spa à Pépinster. C'est un projet de 13,5 km et qui va faire l'objet de 2 marchés. Le premier est prévu début 2023 et concerne la liaison Spa-Theux. Le second sera prévu normalement pour début 2024 et permettra de relier Theux à Pépinster. Ce sont bien entendu des projets C++. Vous avez 2 illustrations du projet en milieu rural
et en milieu périurbain. L'autre projet phare pour la direction des routes de Verviers est la Weserrienne. Elle va relier Liège à la frontière allemande en passant par Verviers et par Eupen. Le tronçon de Pepinster à Dolin est prévu dès le début de 2023. Pour mémoire, l'ensemble de la Weserrienne représente un coût global de 55 millions d'euros. 55 millions d'euros. Quant aux 14 millions d'euros qui sont prévus sur le plan national de relance et de résilience, ceux-ci serviront à la création de 2 corridors. Le premier qui se situe le long de la nationale 275, qui va relier Bruxelles à Rixensart. Et d'ailleurs, le marché vient d'être adjugé, il est en voie d'attribution et les travaux vont devoir débuter cet été. Le deuxième corridor, c'est celui qui relie Bruxelles à Wavre le long de l'E411 et qui est découpé en 3 tronçons avec le planning comme repris sur l'écran. Ces budgets importants pour les modes actifs contribueront à mettre à disposition du citoyen un réseau de déplacement alternatif et compétitif aux autres déplacements en voiture. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Pierre. Voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de l'enveloppe ouvrage d'art. Au niveau du PIMT, donc on a un budget de 106 millions qui est prévu, 100 millions pour les ouvrages du réseau structurant et 6 millions pour les ouvrages du réseau non structurant, tout en sachant que pour le réseau non structurant, il y a encore des budgets annuels qui viennent s'ajouter, mais je vais en parler juste après. Un petit point d'attention par rapport aux ouvrages, c'est qu'on est quand même par rapport à un parc d'ouvrages qui ont été construits globalement dans les années, fin des années 60 jusqu'au début des années 90. Donc un ouvrage vieillissant. Et si on calcule grossièrement l'âge moyen de nos ponts, on est à peu près à 55 ans. Et si vous voyez sur le petit graphe à votre droite, l'âge moyen de différents pays européens et non européens, vous voyez qu'il y a des pays comme en Corée du Sud où on a une économie relativement jeune et donc on a des moyennes d'âge de 15 ans. Et vous voyez qu'on est quand même très très haut dans le classement. On peut toujours être fier d'être haut dans un classement, mais celui-ci, je ne sais pas si on peut en être fier. Mais ça démontre que les besoins vont être assez importants dans les années à venir parce que nous allons devoir rétablir cette situation et rabaisser l'âge de nos ouvrages. Donc je l'ai dit, réseau structurant 100 millions, avec une programmation sur 22-23, avec une liste fermée de ponts. Donc en 22, on espère sortir pour 39 millions d'ouvrages, et pour 23, on espère sortir pour 43 millions d'ouvrages. En sachant que lorsqu'on réhabilite un tronçon autoroutier sur lequel il y a des ouvrages, les ouvrages sont intégrés dans le budget de l'autoroute. Donc si je prends par exemple la 54 qui pour l'instant est en chantier, on réhabilite des ponts dans le contexte de ce chantier-là, mais ce budget-là qui sont consacrés aux ponts ne se retrouve pas dans les budgets ici spécifiques. Un exemple d'ouvrage qui va être réhabilité prochainement sur le réseau structurant, Jean-Luc en a déjà parlé un petit peu, c'est le pont 45 à la Louvière. Comme il a dit, c'est un design and build, c'est une première pour nous, voilà. Pour vous peut-être ou peut-être pas, suivant vos expériences antérieures. À côté de la spécificité du design and build, on a également rajouté un certain nombre de critères d'attribution qui ne sont pas que le prix. Le prix, bien entendu, est quand même un élément important. Deuxième critère, c'est le délai d'entrave au trafic, donc pas la durée du chantier global, parce que ça, finalement, dans ce cas-ci, on a estimé que ce n'était pas une contrainte importante, mais ce qui était important, c'est le délai d'entrave au trafic, et on a fixé un délai maximum de 18 mois. Ensuite, un critère de qualité du projet avec différents aspects, la maîtrise technique, la maîtrise
et du délai, la maîtrise et le délai du planning, pardon. La maîtrise de la phase démontage, remontage et désamiantage, puisqu'il y a de l'amiante et du plomb dans la peinture de la structure. La maintenance du nouvel ouvrage et également un aspect réduction de l'empreinte environnementale. Étienne en a parlé. On est dans une phase un petit peu pour l'instant où beaucoup de choses bougent, donc c'est pas toujours facile de savoir à quoi est-ce qu'il faut se raccrocher. Il y a des projets de certification environnementale qui arrivent. Voilà, ici on a fait quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a des choses qui sont décrites dans le cahier de charge. Et tout ça est déjà publié, donc je ne dévoile rien. Et le dernier critère, c'est un critère esthétique, parce qu'évidemment, on a un tablier qui est juste à côté, et donc il faudra que l'ensemble s'intègre l'un par rapport à l'autre. Donc là, en termes de procédure, design and build, il y a plusieurs étapes, donc le processus est en cours, et donc on espère effectivement passer d'une étape 1 à une étape 2 dans les prochaines semaines. Et pour avoir un engagement en 23. Le reste, hormis le réseau structurant, on a également des ouvrages du réseau non structurant et pour les ponts sur les voies hydrauliques. Là, on a une programmation qui est plus souple, qui progresse au fur et à mesure de l'avancement des projets dans les directions territoriales et en coordination avec un groupe qui centralise, qui supervise un petit peu tous ces projets-là. Donc pour 22, on espère sortir 14 millions pour le réseau non structurant et 7 millions pour les VH. Pour 23, la liste pour le réseau non structurant n'est pas encore finalisée, donc je ne vais pas annoncer de chiffres. Pour les VH, on a des espérances assez hautes de 17 millions. On verra si toutes les portes budgétaires nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et alors un petit point également au niveau ouvrage d'art, vous voyez souvent passer des baux d'entretien, comme on appelait ça dans le temps, baux d'entretien sur lesquels on faisait beaucoup de choses, y compris beaucoup d'investissements en fait. Et si on regarde un petit peu la notion d'investissement, la notion d'entretien dans le sens comptable des choses, bien on doit, avec également le fait qu'on est passé en comptabilité double, mais on doit renforcer un peu notre rigueur dans la terminologie. Et donc on est en train de transformer ce qui était des baux d'entretien en projet de petit investissement sur ouvrage d'art. Et là, on voudrait également augmenter la taille de ces petits marchés, enfin de ces baux de petits investissements sur ouvrage d'art, de manière à pouvoir intervenir plus rapidement sur des ouvrages qui sont en début de dégradation et éviter ainsi qu'ils ne se dégradent davantage et figer finalement une situation à moindre coût. Voilà, là on a encore des discussions avec la Sofico et avec le cabinet pour arriver à baliser les budgets qu'on envisage. Vous voyez que les budgets sont quand même pas du tout négligeables. Et il y a quand même déjà des petits marchés qui commencent à apparaître, qui sont publiés dans cette logique-là. Petit exemple hors autoroute, et je reprends l'exemple ici du pont Capit, qui est étudié entre autres par mes collègues de la direction du département expertise hydraulique et environnementale. Pour vous montrer la complexité, on a un pont en plein la Louvière qui est en mauvais état et finalement il n'est pas efficient de le réparer, il vaut mieux le remplacer. C'est un pont qui est surélevé de manière à permettre le passage, bien entendu, des bateaux sur le canal du centre, historique. Mais on était très proche des habitations et vous voyez sur la photo en bas à droite qu'on a des rampes ici qui sont vraiment en face des habitations, donc un contexte de vie qui est particulièrement désagréable pour les riverains. Et donc, on veut supprimer ces rampes, on veut garder un passage aisé au niveau du Ravel, on veut garder un passage facile pour les bateaux, donc si on l'abaisse, ça va être un pont mobile. On veut garder un accès facile pour les bus. Donc il y a beaucoup de contraintes, tout ça dans un site qui est classé. Le pont n'est pas classé, mais le site du canal du centre est classé. Donc voilà, énormément de contraintes qui sont progressivement en train d'être relevées les unes après les autres. Et donc là, on est sur un projet de 2023 sur lequel donc la solution finale n'est pas encore décidée, puisqu'on est encore toujours en train de discuter. Et donc ça aura bien entendu un impact au niveau des budgets. Voilà. Denis ?
qui va vous présenter l'électromécanique, télécom et tunnel. Bonjour à tous, vous attendiez Dominique, vous avez Denis, ça commence par la première lettre. C'est juste un peu plus ventru, mais tout aussi engagé. Engagé pourquoi? Engagé pour les équipements électromécaniques, les équipements électriques et de plus en plus informatiques le long de nos infrastructures. Alors il y a énormément de projets. On vous a déjà parlé jusqu'à présent des projets géolocalisés, on vous a parlé des projets génie civil, mais sachez que dans tous ces projets de génie civil, il y a une partie électromécanique. Et globalement, cette partie électromécanique, globalement, c'est 75 à 100 millions d'euros. Il y a aussi évidemment des marchés électromécaniques qui sont faits dans ces marchés génie civil par des marchés sujets à commande, des marchés d'investissement qui ont été conclus l'an passé, et aussi des marchés d'entretien dans le même domaine. Donc en voies hydrauliques, partie électromécanique, il y a un marché spécifique pour basse-sambre, éclairage, signalisation, détection, 3 millions, mais je pense que Thibaut en parlera prochainement. Il y a une enveloppe sécurité pour la rénovation des cabines. Vous savez que c'était un grand problème chez nous, la conformité des cabines. Nous avons donc dégagé une enveloppe de 28,6 millions d'euros qui est en cours de consommation. Les marchés ont été lancés et les commandes ont démarré au sein des 7 directions territoriales pour rénover progressivement l'ensemble des cabines du réseau non structurant. Il y a une enveloppe éclairage et signalisation. Donc c'est en plus du plan lumière, donc la rénovation LUA, on a aussi des enveloppes sur les réseaux structurants pour rénover le réseau structurant, voire des extensions. Et sur les réseaux non structurants, il y a une enveloppe de 45 millions. Ça se fait aussi également par les marchés sujets à commande électromécanique. Il y a un plan tunnel de 103 millions d'euros. 35 millions ont dû être ajoutés suite aux inondations de l'été passé. Et il y a 75 millions qui seront consacrés à l'électromécanique. Et il y a un prochain marché qui sortira au niveau de la direction des tunnels, c'est la signalisation E25, signalisation dynamique, plus ou moins pour 10 millions d'euros. Il y a le plan de relance qui a défini de gros projets pour les routes et les voies hydrauliques. Premier projet, c'est le feu tricolore intelligent, 26,6 millions d'euros plus 15 millions d'euros. C'est trop tard, l'oral avait lieu hier et ce matin, donc voilà, les offres sont passées, l'attribution est prochaine. Il y a un marché de télécommande des écluses pour 40 millions d'euros. Il y a le Wait in Motion pour 7 millions d'euros qui vise à étendre les stations actuelles et à améliorer les stations existantes. Il y a le plan numérique stratégique en termes de fibre optique qui vise à compléter notre pénétration dans les zones industrielles pour 22 millions d'euros. Il y a le MAN, et avec la télécommunication ajoutée pour les radars, mais aussi pour tous les autres équipements électromécaniques, c'est 6 millions d'euros en 6 ans, et le marché devrait arriver en 2022-2023. Les radars, c'est un peu plus délicat ce sujet des radars, mais sachez qu'on en installe 100 par an. Et il y a des radars semi-fixes, fixes, tronçons, feux. Les marchés sont en cours de passation, et l'oral est demain, donc c'est encore trop tard pour les offres. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent rentrer rapidement après la réunion ce soir pour un peu étudier leur dossier. Sachez que les radars, c'est environ 6 millions d'euros par an. Le plan numérique stratégique de la Sofico, c'est la desserte des pôles d'activité économique, privés et publics. Total de 100 millions d'euros sur 2020-2030, 30 millions d'euros via les anciens marchés, 50 millions d'euros via les nouveaux marchés qui seront faits en 10 lots. Ils ont été passés en septembre 2021. Et il y a 22 millions en plus via le plan de relance en 3 lots. 15 millions sur le plan de relance, 7 millions sur le ghetto Polonia. Les offres sont reçues et l'attribution des 3 lots se fera prochainement. Marché d'exploitation des fibres optiques régulier, 3 millions d'euros par an. Et alors tout ça résume une enveloppe sécurité que vous avez vu élaborée par mes collègues, que je vous remonte pour les cabines haute tension et basse tension, mais ça prend aussi le budget des glissières, des lisses moto, des contresens pour équiper les autoroutes d'une détection contresens et de faire clignoter l'éclairage sur l'ensemble du réseau. C'est les enveloppes de la concertation provinciale de sécurité routière, des obstacles latéraux et des remontées de fil. Maintenant, je pense que c'est à Christophe pour les PIBOB. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter certaines enveloppes spécifiques
avec des budgets nettement inférieurs à ce que Denis vient de vous annoncer, mais néanmoins tout aussi important pour différentes raisons. Donc d'abord concernant l'enveloppe plantation, donc ça fait depuis plusieurs années que nous faisons des marchés très spécifiques, aussi bien le long du réseau routier que le long du réseau des voies navigables, où l'objectif est bien sûr d'arborer aussi bien par des arbres d'alignement, par des baliveaux, par des forestiers, l'ensemble du linéaire. Cette année-ci, nous allons lancer un marché avec différents lots sur l'ensemble de la région wallonne, encore une fois, aussi bien des différents réseaux de l'ordre de 500 000 €. Entre autres, comme projet assez spécifique, à Bruyères, le long de l'Escaut ou à Moucron, avec des projets de plantation assez importants. Liés bien sûr à ces projets de plantation, nous avons différentes études environnementales dans le cadre de renouvellement de permis d'environnement au niveau des régies et des districts. Également plusieurs études d'incidence que nous devons lancer pour remettre nos centres de regroupement en ordre au niveau des permis d'exploiter, et également des rapports d'incidence environnementale aux différents plans et programmes, entre autres Seine-Escaut-Ouest et le plan d'action bruit routier et ferroviaire. Au niveau de la carrière de Gore, située à Andenne, là il y a une sécurisation à réaliser au niveau du front d'extraction par un marché de découverture. Donc il y a une certaine quantité de terre et de granulats qui doivent être évacués afin de pouvoir atteindre la bonne roche. L'objectif est de pouvoir extraire, débiter et tailler ces pierres afin de restaurer le patrimoine wallon. L'ensemble du site doit également faire l'objet d'une sécurisation au niveau de clôture et caméras. Les bassins d'orage, on en a beaucoup parlé durant ces derniers mois. Donc les bassins d'orage, nous en avons 343 à gérer le long de notre réseau routier. Nous avons fait un état des lieux, nous avons priorisé les interventions sur ces différents bassins d'orage par rapport à leur efficacité, par rapport à la vulnérabilité de l'infrastructure. Et donc différents marchés sont soit en cours d'analyse, soit vont bientôt sortir, soit au niveau du réseau structurant et le réseau non structurant. Ces marchés consistent à soit les entretenir en termes de curage, mais également de les restaurer et d'améliorer leur efficacité. Nous avons également différentes études, différents travaux très spécifiques par rapport à des bassins d'orage. Voici un exemple à Rennes où on doit combiner aussi bien l'aspect environnemental, la période de curage, des travaux hydrauliques, et donc c'est toute une série de thématiques à coordonner pour pouvoir optimiser l'ensemble de notre réseau. Une des enveloppes assez importantes au niveau financier, c'est le dispositif bruit. Différents murs anti-bruit doivent être réhabilités, donc certains doivent également être upgradés. Et donc il y a une priorisation qui a été faite dans le cadre du PIMT 2022-2023. Vous avez une liste ici sous les yeux avec différents montants et différentes localisations qui vont sortir. Un exemple où là aussi il y a une bonne collaboration avec l'ensemble des acteurs, où nous avons un travail de plantation, d'abattage, de renforcement au niveau des ouvrages d'art, et également on peut voir l'état des murs anti-bruit où il est grand temps de les restaurer. Voilà, je vais passer la parole à Thibaut pour l'aspect voie navigable. Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter ici donc les projets pour les différents départements des voies hydrauliques que nous avons choisi de regrouper dans une seule présentation. Les projets qui vont être présentés sont en fait regroupés par thématiques qui sont exposées ici. On verra ce qu'on fait en termes d'entretien, donc de petit entretien. On verra des projets d'augmentation de capacité des ouvrages, donc c'est des projets beaucoup plus conséquents. Des projets qui amènent de l'amélioration dans le service au niveau de la navigation. Des projets de réhabilitation, du dragage. Des projets ciblés vraiment sur la question environnementale et pour terminer des projets de mobilité active. Alors je ne vais pas m'attarder très fort sur cette première partie qui consiste, qui se rapporte au marché concernant le petit entretien. Donc on a un budget annuel qui concerne l'ensemble des 6 directions territoriales des voies hydrauliques, mais également d'autres directions transversales, un budget d'environ 12 millions d'euros.
Ce sont donc des marchés on va dire de classe A, pour reprendre la terminologie qui a été utilisée jusqu'ici, qui concernent à la fois du génie civil, de la construction, de l'électromécanique, et donc répartis sur l'ensemble du territoire des voies hydrauliques en Wallonie. Donc il y en a vraiment dans tous les services. Alors vraiment sans transition, puisque là on passe aux marchés les plus importants qui concernent la construction de nouveaux sites, notamment de sites éclusiers. Donc on est ici dans les projets d'augmentation de la capacité des infrastructures fluviales qui font la part belle pour le moment aux différents projets et sous-projets du programme Seine-Escaut Est, avec en particulier, et ce sera mis en adjudication l'année prochaine, le projet de 4 nouvelles écluses. Je reviendrai dans les slides suivants. Donc on est sur un budget de plus de 200 millions d'euros. Et d'autres projets donc, qui continuent à composer ce méga projet Seine-Escaut, avec des rectifications de courbes sur le canal Nimy-Blaton-Péronne, des aménagements, des rectifications de courbes également sur la Basse-Sambre, donc des chantiers qui sont en plusieurs dizaines de millions d'euros. Travaux importants dont les adjudications vont déjà commencer cette année-ci, mais il est encore temps, donc important de le souligner. Toujours dans le projet Seine-Escaut Est, mais ici on est sur une étude et non pas sur des travaux, donc c'est le début c'est le lancement des études pour le dédoublement des écluses de Quin et Rhine sur l'Escaut, donc un futur projet très important qui dépassera la centaine de millions d'euros. Alors, voici illustré de manière un peu plus concrète en quoi consistent ces futurs travaux sur ce qu'on appelle la dorsale wallonne, hein, donc l'axe est-ouest qui reprend la Sambre, le canal Charleroi-Bruxelles, ainsi que les canaux Nimy-Blaton-Péronne. Donc vous avez tout d'abord la pièce de choix, donc le dédoublement des écluses sur le canal Charleroi-Bruxelles, ainsi que le dédoublement de l'écluse d'Aubourg. Donc 4 nouvelles écluses qui vont venir prendre place à côté des écluses existantes. La rectification des courbes sur la Basse-Sambre, ainsi que les travaux d'élargissement sur le canal Nimy-Blaton. Alors voilà la maquette donc, de la future écluse à Aubourg. Alors 149 mètres, certains auront remarqué que celles sur le canal Charleroi-Bruxelles ne font pas cette longueur-là. Donc le gabarit qui est visé, c'est des classes 5A, donc pour des bateaux de 2000 tonnes. Mais à partir des ascenseurs de Strépy, non compris, et vers la France, les gabarits sont plus importants en longueur. Donc c'est du 5A+, si vous voulez. Et donc l'écluse d'Aubourg adoptera ce même gabarit par souci d'efficacité économique pour les utilisateurs de la voie d'eau. Voici un zoom sur les zones qui seront rectifiées sur le canal Nimy-Blaton, donc 4 courbes qui vont devoir être un peu rabotées, des sections qui vont être élargies pour faciliter vraiment le passage des bateaux de plus grand gabarit, avec concrètement ici une coupe en travers pour vous illustrer un petit peu la nature des travaux auxquels, on l'espère, certains d'entre vous seront amenés à travailler. Donc il y a par endroits des élargissements qui vont vraiment déplacer la berge, d'autres endroits où on aura des techniques qui utilisent des pales planches pour arriver à rectifier le cours du canal, tout en augmentant donc la section navigable. Voilà, donc on va passer maintenant au troisième point qui consiste à regarder les projets qui touchent à l'amélioration du service. Donc ici on est un peu moins dans de l'infrastructure, quoique il y aura quand même un projet portuaire qui sera soumis à la fin, mais on est essentiellement ici dans le programme de mise en place de la télécommande des différentes écluses de la Wallonie, pas toutes, mais en tout cas une majorité d'entre elles vont être téléconduites dans les prochaines années. Hein. C'est le projet PEREX voies hydrauliques. Hein. Donc vous avez déjà des installations qui sont disponibles dans le centre PEREX qui a été rénové il y a quelques années, avec une première écluse qui est celle de Salzine, qui est déjà pilotée depuis PEREX en phase de test. Donc cette année-ci et l'année prochaine, 3 nouvelles écluses sur la Sambre devraient être donc téléconduites
toujours depuis Perex, avec ainsi de suite, donc au fil des années, d'autres écluses de la Sambre et de la dorsale wallonne qui petit à petit vont être téléconduites toujours depuis ce centre Perex. Donc on va être essentiellement dans des opérations de fiabilisation des équipements, de sécurisation des sites, voilà, des interventions qui typiquement vont se dérouler à la fois sur les sites physiques, mais également avec toute la partie de raccordement sur Perex qui est déjà en cours. D'autres opérations qui consistent, ici on est aussi assez fort dans des opérations qui vont nécessiter des compétences en électromécanique. On parle de renouvellement de systèmes d'automates, notamment sur le barrage de Lix, également sur la basse Sambre, des systèmes de mesure au niveau des barrages, également sur la Haute-Meuse. Donc voilà tous des projets qui sont entre 500 000 et 1 million d'euros environ, qui vont sortir prochainement. Alors toujours dans le domaine électromécanique, de nombreux travaux d'éclairage qui sont également nécessaires, soit sur des sites éclusiers, soit également sur des sites à la jonction avec des zones portuaires. Donc il y a par exemple sur le canal Albert, canal de Montsint, canal de Lourdes, il y a des dossiers qui vont également être sortis au niveau du port de Liège sur le sujet. Donc vous avez là différents dossiers sur l'ensemble de la Wallonie qui vont donc sortir sur la thématique de l'éclairage. Alors, dernier point qui concerne cette fois-ci une infrastructure, mais qui vise quand même à améliorer la qualité du service pour les usagers. C'est une extension de la plateforme portuaire sur le port de Montsint. Donc c'est un raccordement entre le rail et la route qui va encore être mis en adjudication cette année pour un montant de travaux légèrement au-dessus de 2 millions d'euros. On passe maintenant au point numéro 4, donc qui visait la réhabilitation et la fiabilisation des infrastructures. Alors c'est un point important puisqu'on y a inclus notamment les différents projets, les différents chantiers qui vont venir sur la suite des inondations de juillet dernier. Donc évidemment, il y en a toute une série que vous ne voyez pas ici, puisqu'ils sont déjà en cours, et ça a été un travail colossal qui a été effectué depuis le mois de juillet, le mois d'août dernier. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont participé à cette grande opération de travaux, souvent dans des conditions très très difficiles, avec des délais extrêmement courts. Enfin, ceci est quand même le signe aussi d'un climat de confiance entre vous, nos fonctionnaires dirigeants, nos directeurs, et ça je tiens quand même à le souligner, c'est important que ça continue. Les éléments voilà, sont ce qu'ils sont. Il est évidemment possible que d'autres événements comme ceux-là arrivent, mais c'est toujours fort important qu'on puisse compter comme ça sur des moyens d'exécution pour remettre les choses en place. Ça continue, donc c'est pas terminé. Les marchés les plus importants en ce qui nous concerne, puisqu'il y a également d'autres services d'administration qui, vous le savez, sont sur la même thématique. Donc on a des projets plus petits de mise en place d'enrochement, de travaux sur la tête de gare du canal de Lourdes, et alors un projet un peu plus important qui ne sortira pas cette année, celui-ci, de renaturation au niveau de Lourdes, et qui porte lui sur un peu plus de 2 millions d'euros. Ça consiste essentiellement en des mouvements de terre, des aménagements de surface, des systèmes de plantation, etc. Donc on est dans des aménagements destinés à laisser de la place à l'eau dans son lit majeur pour des situations de crue. Alors, je l'ai fait dans le désordre, vous m'excuserez, mais je remonte aux 3 premiers points qui concernent le dispositif de vidange à Nice-Ramon. Mais là aussi, je présente une redite de ce qui avait déjà été expliqué il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans dans cette même salle. Voilà un projet qui a eu un gros retard, qui ne sortira pas cette année-ci, mais qui est un projet important en termes de sécurité, qui est estimé à une dizaine de millions d'euros. D'autres projets toujours de réhabilitation, donc on parle de remplacement de cabines à haute tension dans des sites comme Godarville,
et à l'écluse de Ytre sur le canal Charleroi-Bruxelles, et la rénovation du pont-barrage, ici tout près à Grand Malade, donc un projet quand même de 3 millions d'euros, un projet assez important. Et donc ici, voilà, ça c'est simplement un slide sur un petit rappel sur le marché de dragage. Un seul slide, mais voilà, c'est un budget, je pense que ceux qui sont concernés dans le domaine connaissent les enjeux en termes de dragage. On est sur une enveloppe qui n'a pas énormément évolué ces dernières années, d'environ 17 500 000 euros. Ce sont des marchés qui sont répétés année après année, sur base en général de 3 ou 4 années de travaux. 250 000 euros à peu près de mètres cubes par an. Le prochain marché qui va sortir donc sera, après les reconductions actuelles, sera un marché en 2024, mais c'est évidemment un point extrêmement important pour le bon fonctionnement des voies navigables. Alors, quelques projets ici qui sont en lien avec vraiment la performance environnementale comme toute première thématique. On parle d'échelle à poissons, hein, ce sont des projets qui ont déjà eu lieu sur plusieurs sites de la Haute-Meuse. Ils sont faits progressivement les uns après les autres. Et ici donc des projets qui tournent entre 1,5 million et 2 millions d'euros pièce. Donc c'est vrai que ce sont des chantiers qui ne sont pas évidents, c'est assez technique. Et les prochains donc, qui seront mis en adjudication sont sur les sites d'Anserem et de Huns sur la Haute-Meuse, donc, avec celui d'Anserem qui est mis en adjudication avant la fin de cette année-ci. Alors un projet un peu plus modeste sur le canal de l'Ourthe, qui, je l'espère bien, va sortir cette année aussi sur la gestion des sédiments du canal de l'Ourthe qui est assez envasé. Alors pour terminer, les différents projets qui visent à la mobilité active. Donc ici vous avez la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les projets les plus importants qui vont sortir cette année, voire début de l'année prochaine. Remplacement de la passerelle à Châtelineau, un budget d'1,5 million d'euros. Un morceau de Ravel à Ronquières, une liaison à Lessines, le Ravel de la Sambre et la réfection donc, du revêtement de ce morceau de Ravel. 1,5 million encore cette année-ci. Voilà, donc des projets assez importants, assez suivis également. Voilà, je pense que vous avez comme ça une vue assez globale. Vous voyez des projets de montants, des fourchettes assez différentes. Il y en a vraiment pour toutes les classes, toutes les catégories. Également répartis sur l'ensemble du territoire. Alors c'est une photo au jour d'aujourd'hui. D'autres projets arriveront également. Sans doute que l'an prochain, si je me retrouve ici, j'aurai l'occasion de vous parler du rehaussement des ponts sur le canal Albert ou de la passerelle de Saucy. C'est des projets qui sont en cours d'étude, mais qui ne sont pas encore du tout au stade d'une adjudication travaux. Mais voilà, vous connaissez le fonctionnement. On travaille sans cesse sur des nouveaux projets et donc on en aura évidemment de nombreux autres à vous présenter lors de nos prochaines rencontres. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Étienne. Voilà. Merci à tous nos solistes qui ont formé un très beau chœur. Maintenant, je pense que vous avez pu prendre connaissance d'une part des enveloppes qui sont à notre disposition au travers des budgets wallons, au travers du budget de la Sofico, au travers de toute une série d'outils, plan de relance wallon, PNRR, mais également, ça a été évoqué, la question du vaste programme Senesco et dans sa composante wallonne. Ça vous a aussi permis de voir la diversité de nos métiers, la diversité donc des typologies d'entreprises, de services et de fournitures qu'il y aura à assurer dans les prochains mois en termes de génie civil, en termes de routes, en termes d'électromécanique, en termes de télécommunications, en termes de tunnels, en termes de mobilité active, en termes d'équipements divers, mais également d'espaces verts, d'espaces naturels. Et vous savez que ce sont des composantes qui sont de plus en plus prégnantes dans nos activités.
Et donc ça permet comme ça de voir un peu la typologie de nos projets. Nous avons une quinzaine de minutes devant nous avant l'arrivée de Monsieur le Ministre pour échanger au sujet de ces contenus, en vous rappelant d'ailleurs que les slides seront également mis à disposition sur le portail infrastructure dans les prochains jours, de même que des listes de projets sur lesquels nous travaillons. Mais voilà, j'ouvre le débat avec la salle et j'espère et je croise des doigts pour qu'il y ait des questions pendant au moins 15 minutes, parce que je ne tiens pas à devoir meubler pendant 15 minutes. Voilà. Voilà, bonjour Étienne, moi j'ai deux questions. Bonjour. La première, c'est dans ce qu'on nous a montré en électromécanique, dans le plan ITS qui avait été développé il y a déjà de nombreuses années, il y avait un volet PMV, signalisation dynamique, dont on a vu ici une toute petite partie là, avec ce qui pourrait se faire autour du tunnel de Cointe. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné cette idée de faire la signalisation dynamique? Est-ce qu'on considère que ça n'a pas d'impact au niveau de la sécurité et de la mobilité? J'ai une deuxième question pour M. Pereira, je ne sais pas si je la pose tout de suite. Ou bien... Oui, je vais répondre tout de suite à cette première question. Alors, non, on peut rassurer, la signalisation d'animation, non pas d'animation, la signalisation dynamique est évidemment un outil extrêmement important en matière de sécurité, mais aussi de capacité. On sait que le maximum de capacité est atteint quand on réduit la vitesse, et par rapport à la vie de l'usager et à son parcours, de pouvoir caler les vitesses en fonction des conditions qu'il rencontre, c'est évidemment un outil qui est à notre disposition et qu'on continue à utiliser. Denis a fait état effectivement de la rénovation de mémoire. Le chiffre qui a été cité, c'est de l'ordre d'une dizaine de millions. Il n'y aura pas que de la signalisation, je pense, dynamique par rapport à ça. Il y aura un éventail de différentes typologies de signalisation. Pour revenir au plan ITS d'il y a 5 ou 6 ans, effectivement, il n'a pas été pris en bloc tel quel, mais au gré d'un certain nombre de décisions et d'enveloppes dégagées, soit au niveau de la Sofico, soit au niveau du ministre directement par les enveloppes du gouvernement ou au travers de toute une série de plans, force est de constater qu'in fine, on y arrivera. On a sorti les enveloppes en matière de tricolore, et Denis a fait écho du dossier qui est en cours de réalisation. On a toute une série de développements dans le cadre du WIM. On a sorti le plan lumière, on a sorti la réhabilitation des cabines haute tension. Donc le plan ITS, comme on l'a appelé, est toujours quelque part d'actualité. Seulement, on le phase et il n'est plus vu il est vu de manière globale, mais il n'est plus vu dans le cadre d'une approche globale en termes de marché. Pour être très concret, au-delà des 10 millions qui ont été développés par Denis, il y a dans le plan de relance wallon 5 millions d'euros qui ont été dégagés conjointement, je dirais, sur le pilotage de la ministre Debu, Sécurité routière, et du ministre Henry, Infrastructure, avec un projet de note au gouvernement qui a été communiqué aux deux ministres, me semble-t-il, la semaine dernière, me semble-t-il. Et donc, une activation de ces 5 millions d'euros dans les prochains mois au travers de cette enveloppe de 5 millions d'euros. Je regarde Jocelyne. Tu confirmes, Jocelyne, c'est bien cette enveloppe-là, on est d'accord? Voilà. Alors effectivement, en termes de PMV, il y avait une ambition extrêmement forte, mais comme je dis, on y travaille de manière séquencée. Et la feuille de route globale reste bien le plan ITS tel qu'on l'avait imaginé il y a quelques années. Deuxième question pour Roger. Merci. Pour M. Pereira. Donc, il nous a dit que la Sofico faisait du bénéfice, on s'en réjouit, mais est-ce la vocation de la Sofico de faire du bénéfice? Ou est-ce un effet, je dirais, du fait des amortissements, d'un plan d'investissement qui n'est pas encore complet? Alors, donc effectivement, la vocation de la Sofico n'est pas de s'enrichir ou d'accumuler de la trésorerie. C'est simplement donc un effet pour l'instant qu'on espère transitoire, et donc de pouvoir mobiliser effectivement à l'avenir toute notre trésorerie pour la mettre au service finalement de tous les usagers. Donc ça, c'est notre vocation. Donc, voilà.
Pour compléter, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à notre 3e planification pluriannuelle et à partir du moment où on réimagine une planification pluriannuelle avec les prérogatives, bien entendu, du conseil d'administration de la Sofico et avec les prérogatives du gouvernement, il faut le temps, et ça a été exprimé par les différents intervenants, de lancer des études sur les projets sur lesquels on a des financements. Et ça s'est vu lors de la précédente programmation avec les montants, et Roger a monté les montants de 2019, où on était de mémoire à 240 millions d'euros, entre 240 et 250 millions d'euros exécutés l'année. Et donc, effectivement, on va remonter, pas tout à fait à ce niveau-là, bien entendu, les chiffres qui ont été présentés ne remontent pas à 250 millions, mais on est effectivement dans cette logique de démarrage de planification, et tout ce qu'on peut espérer, c'est que, et je parle pour les prochains, bien entendu, mais qu'on puisse terminer ce plan, je dirais, au début de la prochaine législature et se donner le temps, les 2 années de la prochaine législature, pour préparer le suivant et qu'il y ait, je dirais, le moins possible ces effets cycliques quinquennaux. Monsieur Bloch. Merci. Dans le graphique que M. Pereira a montré, on voit que les chiffres passent d'investissement de l'ordre de 80 millions d'euros, si je ne me trompe pas, l'année passée, à 160, 200 millions d'euros, donc plus qu'un doublement des investissements. Est-ce que c'est dans toutes les typologies de chantiers dont qu'on vient de parcourir, ou est-ce que c'est plus marqué dans certaines typologies que dans d'autres? C'est essentiellement les typologies routières, hein, donc il y avait quand même 4 subdivisions dans les bâtonnets, hein, donc c'est essentiellement du routier, du génie civil avec des ouvrages d'art, hein, Paul a montré un certain nombre d'ouvrages d'art, il y a de la mobilité active, de la mobilité collective, donc là on est dans du routier entre guillemets classique, mais avec une typologie tout à fait particulière. Et il y a aussi de l'électromécanique, comme ça a été dit. Donc, le secteur des voies hydrauliques au niveau des budgets Sofico est essentiellement consacré pour l'instant aux travaux qui sont en cours au niveau d'Ampsin. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en termes de questions. J'avais moi-même lancé un sujet. Hein. Vous avez vu tout à l'heure que, certainement en tant qu'usager, en allant vers Mons, de Namur à Mons, il y a quelques années, on a eu des grandes difficultés pour franchir un ouvrage d'art du côté de la Louvière, qui était en travaux et qui restait en travaux très longtemps. Et donc, on a décidé d'avoir une autre approche en termes notamment pour ce type d'ouvrage d'art, d'avoir une autre approche et de confier des opérations de design and build au marché. Comme ça a été dit sur cet ouvrage qui est donc l'autre sens, le sens Mons vers Namur, la présélection des consortiums est en cours, mais est-ce que ça évoque quelque chose de positif pour le secteur de la construction, pour le secteur du génie civil, de se dire à un moment donné, plutôt que de manière tout à fait classique, le pouvoir adjudicateur étudie un projet et puis l'expose au marché avec un maîtrise, des clauses techniques qui sont très précises. C'est quelque chose qui peut quelque part se développer dans le futur, étant entendu qu'on est, non, vraiment, on reste pour l'instant en design and build, hein, donc on n'est pas dans la logique du F et du finance. De temps à autre, un petit peu de maintenance. Si la maintenance n'est pas prise dans le cadre du marché, on y prête attention dans l'approche qui est prise au niveau du design pour être certain qu'on puisse intervenir de manière tout à fait efficace au niveau de la maintenance ultérieure. Et donc voilà, cette logique de design and build, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire écho au niveau du secteur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui potentiellement peut intégrer des composantes génie civil, des composantes plus électromécaniques? Voilà un petit peu un sujet que je veux lancer si quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet.
pour son compte ou à l'échelle, bien sûr, d'une fédération. Hein. Oui. Je ne sais pas, hein, on n'a pas interrogé les entreprises sur le sujet, mais dans le cadre du design and build, il y a plusieurs entreprises qui doivent étudier, et il n'y aura jamais qu'une seule entreprise ou un seul groupement qui pourra amortir le coût du design. Alors, est-ce que... Oui, mais je comprends, c'est quelque chose qui est très très souvent exprimé. Est-ce que dans le cadre du viaduc, on a rémunéré... est-ce qu'on a rémunéré les... Au niveau du projet de la Lumière, ce qui est prévu, c'est que les candidats non retenus recevront une indemnité de 50 000 €. De ce que j'entends dire, c'est en dessous du montant du coût du design. Les échos qui nous reviennent, mais c'est pas déjà un montant qui sera utilisé. Pour autant que le design proposé soit quand même à un certain niveau de qualité, bien sûr. Bonjour, Quentin Dentin, bureau d'études Arcadis. Je voulais justement rebondir sur ce sujet. Moi-même, je suis ancien fonctionnaire pont et chaussée Flandre. Donc, il y a 20 ans, j'ai lancé un DBFM, donc un cran plus loin. Et je pense que oui, il y a place dans le domaine à la créativité, hein, qui peut jouer justement parce qu'il y a des critères. On parle du prix, on parle du délai, qui ouvrent des portes naturellement à un réfléchi. Naturellement, les troubles sur ce que je veux dire, sur des tronçons routiers, si on peut les diminuer au maximum, être ouvert justement à cela, mais naturellement, ça nécessite des études. Et la question, naturellement, pour nous, bureau d'études, parce qu'on accompagne les entreprises générales, il y a aussi un impact coût assez grand. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'étudier l'ensemble, aussi bien qu'il s'agit d'un phasage, jusque, ce que je veux dire, toutes les études techniques qui sont liées. Mais oui, je pense qu'en laissant des degrés de liberté, on se permet bien sûr de pouvoir justement avoir des solutions plus innovatives ou voire qui ont une réduction de coûts. Ouais. Donc je félicite cette première démarche. Mon autre question, c'est est-ce que ça amènera peut-être à d'autres projets design and build, parce qu'ici aujourd'hui on en a un premier. Moi je vais renvoyer l'ascenseur en posant la question, est-ce qu'il y aura d'autres marchés design and build? Mon sentiment est que oui. Mon sentiment est que oui. Pas pour toutes les typologies de marché, mais effectivement c'est une volonté forte. En tout cas, en ce qui me concerne, et il y a différents projets qui sont d'ores et déjà dans les cartons de cette nature-là. On va tester, je dirais, le modèle. Nous savons qu'en Flandre, ils vont un peu plus loin, ils font des PPP, je dirais, un peu plus complets, entre guillemets, de manière récurrente. On ne veut pas se trouver, nous, enfin, c'est mon point de vue, c'est tout à fait personnel, on ne veut pas se trouver dans une logique où, d'une part, le prestataire avec lequel on est en marché est un financier. On veut rester en dialogue avec des bureaux d'études et des entreprises, d'une part, et d'autre part, si on prend vraiment du recul par rapport à ce que ça génère comme paysage du réseau en gestion, on a des linéaires qui restent des linéaires entre guillemets publics, et puis on a des spots un peu partout sur les réseaux qui sont gérés par tel acteur, par tel special purpose vehicle pour tel autre, avec tel PP piste à un endroit, tel PP piste à un autre endroit. Et donc quand on prend du recul à moyen ou long terme sur l'image qu'on a du réseau, la manière dont on doit le gérer, je pense que c'est quelque chose qui va, à moyen terme, poser des difficultés. On a reçu, il n'y a pas encore si longtemps, un autre bureau d'études qu'Arcadis qui venait nous présenter ce qu'il faisait notamment en Hollande, où là il y a des ouvrages d'art qui sont conçus au travers de véhicules donc de design, de build, de maintenance et même de financement de la maintenance sur 99 ans. Imaginez dans 99 ans ce que ça va donner comme gestion, les personnes qui vont se trouver là, les fonctionnaires, donc 3 ou 4 générations par rapport à la nôtre,
vont se trouver face à des contrats qui auront été conçus donc un siècle avant. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Alors effectivement, ça peut paraître séduisant en termes d'investissement au temps T, potentiellement d'avoir une simplification au temps T plus 5, au temps T plus 10, mais dans 20, 30 ou 40 ans, quel comportement de l'ouvrage, quelles clauses auront pu couvrir tout ce qui peut arriver sur 99 ans d'un ouvrage comme celui-là, quelle viabilité des entreprises, quelle évolution des entreprises. Voilà, on prend beaucoup de recul par rapport à ça. Donc on en reste pour l'instant à cette logique de design and build, étant entendu que vous savez qu'en Wallonie, nous avons réalisé, je pense, les 2 plus gros PPP belges qui puissent exister à nos jours, c'est-à-dire le tram de Liège et le plan Lumière. On n'est pas frileux vis-à-vis de cette logique des partenariats publics-privés jusqu'au financement, mais simplement par rapport à nos ouvrages proprement dits, ça ne nous semble pas tout à fait, je dirais, la bonne solution, je dirais, sur le long terme. Donc du design and build pour des prochains projets, oui, bien entendu, on a certaines choses qui sont sur la table. Ça doit aussi correspondre aussi à la typologie des entreprises. Est-ce que les entreprises ont des bureaux d'études? Est-ce que des alliances entre entreprises, entrepreneurs généraux et bureaux d'études, comment est-ce que tout ça se goupille? Multi-compétences aussi, du génie civil, de la route, potentiellement des équipements très complets. Donc voilà, c'est un peu le tour du sujet. Oui. Bonjour, Patrick Delperdange, B6. Vous avez parlé du design and build et nous sommes très intéressés par le design and build. On pratique beaucoup en dehors de la Wallonie ce genre de chantier. Mais en Wallonie, on avait aussi commencé avec le viaduc du Corgne par un appel d'offres avec des critères. Et je pense que c'est peut-être une étape entre l'adjudication et le design and build. Et je vois par exemple qu'un autre des grands viaducs qui est sorti dernièrement de Sommeleuse, on n'a pas reconduit cette solution-là. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reconduite et pourquoi est-ce que ce n'est pas une possibilité, parce que ça donne quand même des garanties, aussi en termes de planning, aussi en termes de qualité. Ça dépend du cas par cas et on va apprendre entre guillemets en marchant. Pierre me corrigera au milieu de ça, mais Écorgne, ce n'était pas un appel d'offres, c'était, me semble-t-il, il y avait des variantes, c'est ça? Il y avait une variante béton et une variante acier, c'est juste? Oui, il y avait une appel d'offres. C'était sous l'angle d'un appel d'offres, oui, c'est ça? Oui. C'est ça. Et il y aura deux, mais il y avait, en termes de variantes, il y avait on avait demandé de béton et acier. De prix pour la variante béton et acier pour comparer, en outre, au-delà des aspects d'attribution, de comparer finalement le coût de l'acier et le coût du béton, y compris les délais. Donc c'était un délai pas chantier, c'était un délai en travaux trafic. Même logique qu'on a repris sur la Louvier. Alors, Sommeleuse. Il y a moins de problèmes de mobilité. Mais donc l'idée, c'est sur des ouvrages comme ceux-là, de pouvoir bénéficier de la créativité, voilà, et des moyens d'exécution et d'approches peut-être innovantes. Donc c'est effectivement au cas par cas. Et Jean-Luc me disait à l'instant que dans le Hainaut, en termes de design and build, il y avait 2 ou 3 sujets sur lesquels ils étaient en train de plancher pour le futur. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Juste pour le viaduc du Corne, je pense que ce qui avait été très significatif, c'est que je ne me souviens plus du poids exact qu'il y avait sur le planning, mais il était relativement important vu l'enjeu, vu la E42, etc. J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr d'avoir une bonne mémoire, que sur sur le pont 45, on mettait seulement 15 points sur le planning, ce qui me semble relativement peu pour faire une différence par rapport aux autres critères. Or, c'est le planning, je veux dire, bien sûr, le dossier technique est intéressant, est important, etc. Mais bon,
la plupart des entreprises qui peuvent faire ce genre de marché peuvent démontrer par des références, etc., qu'elles ont quand même la capacité de le faire. Hein. Après, il faut encore vouloir le faire et le faire à cet effet-là. Mais je veux dire, voilà, j'ai un peu l'impression que, quelque part, si le problème de mobilité est un des principaux enjeux, j'ai un peu l'impression que 15 points sur 100, c'est un poids relativement un peu faible. Voilà, c'était juste un commentaire. Le 45, c'est la Louvière? Oui. Et alors, M. Bloch veut rebondir, peut-être? Oui, moi, de nouveau, en me basant sur la mémoire que j'ai du slide, ce qui m'impressionne à ce sujet, c'est la part importante, majoritaire, qui est donnée aux critères non économiques. Et donc, j'imagine, au niveau des entreprises, le temps que ça va leur prendre de documenter tous ces paramètres. Critères non économiques, dans quel sens? Je pense que c'est qu'il y a 40% sur le prix et 60% sur les autres critères. C'est ça? Si j'ai bien compris. Mais donc ça va dans le sens de l'intervention qui est ici, c'est de se dire, effectivement, bénéficions... Alors pourquoi est-ce qu'on fait un design and build, in fine? Mais c'est de faire part, quelque part, de la créativité. Design and build et appel d'offres, entre guillemets, dans l'autre vocabulaire, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. L'appel d'offres permet d'intégrer des critères autres que le prix, la durée, l'organisation, les caractéristiques techniques de la solution, et ainsi de suite. Dans le design, on va un pas plus loin, c'est-à-dire que les études préalables, les études de projet, les études d'exécution sont intégrées. Donc il y a, je dirais, c'est quand même un step quand même plus loin en termes de démarche que simplement, entre guillemets, un appel d'offres. Ou un appel d'offres, généralement, vous avez encore un bordereau avec des postes et des quantités, si je ne m'abuse. Oui, et ici, c'est les deux, mais effectivement, si on a 100 points à donner, on doit bien donner de la place à ces points liés au design, puisque ici, on va devoir évaluer le design. On a également des aspects d'inspection des finances qui nous dit attention, le prix, on ne peut pas le descendre trop bas. Donc il ne veut pas qu'on descende trop bas au niveau du prix. Donc ça, on a des contraintes aussi. Et par rapport au projet du pont 45, il ne faut pas oublier que dans la maîtrise du projet, dans la qualité du projet, on a également l'aspect maîtrise du planning. Donc c'est bien beau de dire oui, c'est clair, moi je vous fais le machin avec 2 mois de maîtrise dans travaux, et puis ne pas démontrer dans son dossier qu'on est capable de le faire. Et donc, l'aspect délai, oui, il n'y a que 15 points sur les 2 mois que je vais annoncer parce que je suis le king, mais je vais me faire rétamer par le reste parce que mon dossier, c'est un dossier qui ne vaut rien et je n'arrive pas à démontrer. Donc, voilà, effectivement, l'aspect planning, on le retrouve un petit peu à 2 endroits, tant dans le chiffre qu'on avance que dans la démonstration de la maîtrise que l'on a de ce planning. Juste pour info, donc à propos des appels d'offres comme à l'électromécanique. Donc Sabine Stassard, direction des tunnels. Voilà. Merci, voilà. Donc à l'électromécanique, on est habitué à faire souvent des appels d'offres. Ce qu'on vient de faire pour le tunnel de Cointe, comme il y avait beaucoup de coactivité électromécanique GC, le marché de protection au feu, on l'a fait par appel d'offres avec justement des critères tant pour la partie technique, mais également pour tout ce qui était planning et délai, puisque c'était des critères importants pour pouvoir réouvrir rapidement. Et on est relativement satisfait, il y a des choses à améliorer, mais on va procéder de la même manière pour d'autres tunnels, comme le tunnel Astrid à Moucron ou à Lyon, probablement dans les prochains mois. Donc voilà. Mais ce ne sera pas des design and build, puisque ce n'est pas aussi compliqué qu'un pont, évidemment. C'est beaucoup plus simple, mais on va vers ça. Voilà une petite séquence sur la typologie de marché que nous sortons. Alors, petite communication de service. L'heureux propriétaire de véhicule 1 XFK 273, il peut se lever discrètement, je ne dirai à personne. Et voilà. On ne regarde pas, on ne se retourne pas. Voilà, doit déplacer son véhicule. Jean-Marc Jadot, directeur des routes du Brabant-Wallon. Oui, simplement une petite remarque. Dans les marchés classiques, les marchés se remportent également grâce à la créativité des entrepreneurs, sur le moyen d'exécution, sur la planification, etc. Donc, oui, dans les marchés, dans les appels d'offres, on les chiffre, mais en pratique,
même dans les marchés classiques, c'est la créativité des entrepreneurs qui font qu'ils remportent les marchés. Voilà. Y a-t-il encore l'une ou l'autre intervention, une ou l'autre question? On a bien entendu l'occasion d'échanger lors du moment de convivialité. C'est donc le moment pour moi d'accueillir Monsieur le ministre Henry qui vient de nous rejoindre comme c'était prévu pour qu'il puisse clôturer cette séance. Et donc je vais lui demander de rejoindre le pupitre Monsieur le ministre Henry, ministre de la Mobilité, des Infrastructures et du Climat. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les directeurs, membres de l'administration et entrepreneurs. C'est évidemment un plaisir de vous voir rassemblés ici pour ce sujet important, puisque, comme vous le savez, nous avons des ambitions régionales qui ont été affirmées, bien entendu, au moment de la déclaration de politique régionale, et puis il s'en est passé des choses depuis, mais nous avons toujours des objectifs très, très ambitieux. Bien sûr, l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un objectif très structurant et qui concerne forcément le transport de manière importante. Nos émissions sont très concernées par le transport personnes et marchandises. Nous avons donc une stratégie régionale de mobilité qui vise à organiser ce transfert modal à la fois pour les personnes et les marchandises. Et donc, il faut évidemment le concrétiser au fil des investissements qui peuvent être réalisés. Et puis, il y a évidemment aussi d'autres enjeux qui sont venus s'ajouter progressivement ou se compléter au-delà des crises en tant que telles que nous traversons depuis quelques années et qui compliquent évidemment la situation. D'abord, au niveau des défis, je dirais, de la mobilité des infrastructures, avec ce partage, ce transfert modal, nous avons aussi un enjeu de réappropriation de la voirie, des infrastructures, donc de partage finalement de l'espace public, puisqu'il faut permettre le transfert modal vers d'autres modes de déplacement, vers les modes actifs, vers les transports en commun. Donc ces modes doivent être sécurisés, doivent être attractifs, et donc forcément ça va modifier la manière de concevoir les infrastructures, les cahiers de charges, l'organisation de l'espace d'une manière générale, à côté d'autres politiques, bien entendu, d'attractivité du transport en commun en tant que tel. Vous avez entendu, par exemple, les éléments de gratuité pour les jeunes ou pour les publics défavorisés, à côté des investissements très importants pour le transport public dans les villes notamment, aussi des lieux de transfert modal, d'intermodalité, pour permettre de passer d'un mode de déplacement à l'autre. Donc toutes ces priorités-là qui doivent donc permettre d'atteindre nos objectifs et de concrétiser nos objectifs progressivement de long terme, se traduisent bien entendu au travers du plan infrastructure et mobilité pour tous, qui est un gros plan d'investissement qui s'étale sur 6 années et dans lequel nous avons donc dès la constitution du gouvernement consacrer ces deux grandes priorités qui étaient à la fois bien sûr le fait de privilégier l'entretien et la rénovation du réseau, ça, en tant que tel le réseau pour ne pas laisser se dégrader de manière excessive un certain nombre de voiries, c'est la sécurité bien sûr des ouvrages, des budgets spécifiques qui sont prévus à ce sujet, et puis c'est la concrétisation de ce transfert modal et donc des investissements nécessaires en infrastructures alternatives. Donc c'est pour ça qu'on a abouti finalement à un plan infrastructure au-delà de 2 milliards d'euros sur 6 années qui a été rehaussé. Et puis nous avons évidemment par la suite connu différentes crises, vous n'ignorez pas, nous les connaissons toujours aujourd'hui. Bien sûr la crise sanitaire avec son impact, notamment en termes bien sûr de coût des matériaux, mais aussi de transfert, de retard de certains chantiers, bien entendu, et de modification aussi des habitudes de déplacement, et notamment en lien avec le télétravail. Puis nous avons bien sûr eu à subir une terrible crise, il y a presque 1 an maintenant, des terribles inondations de l'année dernière, qui ont donc eu
aussi un impact très important sur des travaux de rénovation nécessaires, sur l'ordre de travaux, sur un travail en urgence. Et je voudrais encore saluer à nouveau le travail vraiment du SPOE Mobilité Infrastructure qui s'est mis aussi à disposition des communes, qui a réorienté ses priorités en fonction de cet état d'urgence et de reconstruction. Et puis nous subissons maintenant, comme vous, évidemment la crise énergétique, la crise ukrainienne, qui a des impacts évidemment importants également sur les prix, sur le prix de l'énergie, sur le prix des matériaux, et donc la capacité de mener les chantiers tels qu'ils étaient prévus, en tout cas avec un certain nombre d'adaptations qui sont nécessaires. Donc tout ça pour dire que nous maintenons le cap, nous avons des objectifs ambitieux, nous les traduisons évidemment dans l'ordre de travail avec l'administration, la capacité de réalisation de toutes ces infrastructures, de tous ces chantiers. Évidemment, le gouvernement va devoir aussi se repositionner sur le plan précis, tenant compte de toutes ces adaptations, sur des ajustements d'enveloppe, mais je veux dire, les grandes lignes ne sont évidemment pas mises en cause, mais c'est clair que certains retards, certaines augmentations de prix, certaines nouvelles nécessités nous obligent à ajuster parfois les enveloppes pour le raclage pause, les rénovations d'ouvrages d'art, les aménagements d'aires autoroutières, aussi les dispositifs anti-bruit, aussi les dispositifs de plantation, aussi en termes de biodiversité, de déploiement végétal. Donc des ajustements, bien entendu, qui doivent se réaliser, mais toujours dans un trend qui est maintenu, et surtout qui est maintenu dans ce plan infrastructure, mais qui est maintenu aussi dans les objectifs de long terme. Parce que je voudrais aussi insister sur le fait que ces objectifs de début de législature, ces objectifs de la stratégie régionale de mobilité, de transfert modal, marchandises et personnes, en fait, ils sont de plus en plus obligatoires, non seulement par l'enjeu climatique et l'urgence de celui-ci, et on le voit, je dirais bien toutes les semaines, dans le suivi des catastrophes d'une part, et aussi des records de météo que nous connaissons encore pour le moment, soit de température, de sécheresse ou autre, mais surtout, ça se traduit aussi dans le cadre européen. Et donc, vous n'ignorez pas que l'Europe a renforcé ses objectifs climatiques, est en train de le renforcer de manière définitive. Je dois aller justement à Luxembourg à ce sujet la semaine prochaine pour finaliser normalement l'engagement de 55% européen. Donc il devient non plus un choix de la Wallonie, mais simplement une traduction d'une obligation européenne qui s'imposera à l'ensemble des pays. Et également l'Europe qui a fortement mis l'accent sur ce qu'on appelle Repower EU, c'est-à-dire le déploiement de l'indépendance énergétique depuis la crise ukrainienne, et donc l'accélération vraiment de la transition énergétique, qui comprend bien sûr le volet production d'énergie renouvelable, mais aussi le volet réduction de la consommation. Donc ces différents enjeux, ces différentes priorités sont totalement au cœur de l'actualité et vont perdurer, et il faut donc que nous réussissions bien sûr à les traduire, notamment dans les investissements d'infrastructures, d'une manière telle que nos infrastructures évoluent pour intégrer ces enjeux, pour aller vers une société moins carbonée, qui notamment dans le transport va permettre, et dans bien sûr les autres secteurs également, de concrétiser tout cela. C'est aussi, j'en terminerai par là, le volet fluvial, parce qu'on en parle un peu moins souvent. Les infrastructures, évidemment, de la région, ce sont aussi tout le transport fluvial, les grands ouvrages, toute la gestion aussi du transport marchandises par la voie fluviale, donc aussi des investissements nouveaux importants, par exemple au niveau du Trilogie-Port de Liège, au niveau du rehaussement de certains ponts. Ce sont évidemment des investissements de très longue durée pour permettre que les bateaux de plus grande capacité puissent aller d'un endroit à un autre, au travers de la dorsale wallonne, vers le port d'Anvers, etc. Et c'est seulement quand tout le trajet, évidemment, fonctionne que le transfert modal réel, complet, peut être opéré. Et nous avons aussi d'ailleurs un travail en termes de gestion de ces infrastructures pour lequel nous cherchons à avoir une télégestion beaucoup plus importante, notamment ici au départ du
centre Perex. Voilà, donc ce sont des grands enjeux qui sont en cours. Je me réjouis donc de vous voir ici. On a évidemment besoin, et j'entendais parler en arrivant, je suis arrivé en cours évidemment, de partenariats public-privé, mais je pense qu'il y a différents modes de partenariat public-privé. Nous en activons de nombreux. Il y a sûrement encore d'autres formules ou d'autres innovations qui sont possibles, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne saurait pas construire, faire évoluer, entretenir et même exploiter ces infrastructures sans l'intervention d'un grand nombre d'entreprises et du secteur privé. Donc je suis aussi bien sûr reconnaissant pour cette implication, pour ce travail, et aussi conscient de la difficulté aussi pour vous, du monde complexe dans lequel nous nous trouvons, du point de vue économique, du point de vue énergétique, du point de vue aussi parfois de l'emploi, de la formation des travailleurs, de la disponibilité des métiers dont on a besoin. Donc nous sommes dans un monde complexe à tous les étages auxquels nous devons travailler. Nous avons des enjeux très très importants devant nous, mais je pense qu'on est ici dans une façon de les concrétiser, une partie de la concrétisation dans laquelle nous nous trouvons. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence et pour votre attention. Voilà, merci Monsieur le Ministre, et donc je vais vous inviter à rejoindre le patio où nous aurons l'occasion de partager le verre de la convivialité. Merci à toutes et tous.